dans vos débuts, quelle était la plus grande difficulté? Si je faisais 1 million par mois, quand j'ai rencontré cette dame, je fais 4 millions. Mais je ne suis pas un cœur à prendre, moi. Mais j'aimerais savoir quand est-ce que M. Madiba a fait la transition de quitter le salarié pour être entrepreneur? Ce que moi je peux dire en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut savoir s'entourer, premièrement. Mais le goût de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré dans mon sang. Quand un jeune touche ça, Oui. qu'est-ce qu'il doit faire pour contrôler ça? Parce que ça a une énergie. Plus tu vas aller loin, plus tu dois creuser dans ta spiritualité. Bonjour ou bonsoir à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre podcast entrepreneurial, ce podcast d'Aucher Mindset qui a tout simplement pour but de vous révéler des entrepreneurs, leur parcours, leurs échecs, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont de manière conséquente. Dans ce podcast, nous allons parler d'entrepreneuriat, de spiritualité, de développement personnel, de finances. Donc c'est un podcast que vous devez regarder constamment. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique de l'immobilier, un jeune, Monsieur Madiba, qui a su se faire un nom au sein du domaine de l'immobilier, bien évidemment au Cameroun, mais pas que l'immobilier, puisqu'il a plusieurs autres entreprises. Je vais tout simplement lui laisser le soin quelque part de se présenter. Monsieur Madiba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Et vous? Ça va. Donc aujourd'hui encore, on se retrouve. Oui. C'est vrai qu'on a eu à faire une émission, mais aujourd'hui, il fallait approfondir encore plus Okay. les éléments. Donc aujourd'hui, j'ai une seule question pour commencer d'abord avec monsieur Madiba. Okay. Qui est monsieur Madiba? De manière simple. De manière simple, monsieur Madiba est un jeune Camerounais, entrepreneur dans le secteur de l'immobilier et bien d'autres, qui se déploie au Cameroun depuis 2022. Depuis 2022. Oui. Dans l'entrepreneuriat, principalement dans l'immobilier. Oui, l'entrepreneuriat, principalement l'immobilier et d'autres activités que j'ai mis sur pied. Je vais poser une question qui pourrait passer un peu anodine de manière simple. Oui. J'aimerais qu'ici, devant les internautes, vous puissiez nous dérouler votre parcours. Parce qu'on dit toujours qu'il faut savoir d'où est-ce que quelqu'un vient. Oui. Voilà. Vous venez d'où? Déjà, je suis un technicien supérieur en génie civil, Oui. option bâtiment. Et j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a très peu, Très peu. mais je suis d'abord un ancien salarié. Oui. J'ai été au cadre Satom, Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé à Eiffage, j'ai travaillé à Cap Industrie, j'ai travaillé à SCI Dynamis Plus, donc c'est retraçable. Donc c'est un peu ça. J'ai commencé d'abord à être employé, mais le goût de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré dans mon sang. C'est ce pourquoi j'ai débuté ce parcours-là. Ouais. Mais si je poserais une question, quand s'est fait la transition, ça veut dire de salarié, ça veut dire quitter de salarié, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions-là, des salariés aujourd'hui qui aimeraient bien entreprendre. Mais j'aimerais savoir quand est-ce que M. Madiba a fait la transition de quitter de salarié pour être entrepreneur? Ben déjà, comme je le disais, quand j'ai entamé l'entrepreneuriat, j'étais salarié d'abord. Ma première entreprise que je mets sur pied, c'est une entreprise de ramassage d'ordures, je te l'avais dit. Oui, quand je mets l'entreprise de ramassage d'ordures, je suis toujours au cadre Satom. Et ça étant, en voyant, disons, les résultats lucratifs, j'ai donc opté pour davantage économiser. Parce que ce qu'il faut savoir, en travaillant, j'économisais énormément. Parce que j'avais cette envie de me déployer personnellement. Personnellement? Oui. Donc j'ai entrepris tout en travaillant. D'accord. Parce que je ne conseillerais pas à quelqu'un de lâcher son travail directement pour entrer. C'est un processus. Oui. Maintenant, j'aimerais poser une autre question qui paraît aussi simple. Quelle est la plus grosse difficulté? Ça veut dire dans vos débuts. Ça veut dire quand vous avez débuté l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe, Madiba Group, qui fait voilà, dans l'immobilier. Dernièrement, on était sur l'un de vos sites, très grand site, etc. Mais dans vos débuts, quelle était la plus grande difficulté? Certains disent ici, par exemple, que c'est souvent le capital, je ne sais pas quoi, mais quelle était pour vous? Pour être sincère, la difficulté, ce n'était pas le capital pour moi, parce que faut être vrai. Moi, j'avais économisé, je gagnais quelque chose d'assez sérieux. Sérieux, oui. Et je n'avais pas de charge. Donc, du coup, ce n'était pas difficile. Mais la difficulté principale, c'était la collaboration, les collaborateurs. Très souvent, les gens ne se rendent pas compte le fait d'engager une personne en tant que salarié et ne pas prendre ce poste qu'on te donne au sérieux. C'est ça qui fait en sorte que très souvent, les gens ne font pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Les gens font parce que les collaborateurs, très souvent, ne prennent pas en considération, ne voient pas le sacrifice qu'il y a derrière payer un salaire. Pour moi, c'était la seule difficulté. Mais après, j'ai marqué mes pas. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré
des collaboratrices, parce que tu sais que moi je fais dans la promotion de la femme. De la femme, oui. Je suis à 95% de mon effectif sont des femmes. Ça prend des femmes, oui. Donc tous les hommes avec qui j'ai travaillé, j'ai trouvé des difficultés. Mais avec des femmes, ça va. Les femmes, ça marche. Oui. Ok, monsieur Madiba, d'accord. Là, c'est le parcours entrepreneurial. Oui. Maintenant, entrons un peu dans une autre phase qui est un peu plus intéressante, Oui. celle de la vision et du mindset. Parce qu'on dit toujours que tout part d'un état d'esprit, Bien tout sûr. part de la manière dont on pense. Oui. J'aimerais savoir aujourd'hui, de manière simple, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les habitudes quotidiennes que vous avez en tant qu'entrepreneur? Ah ben là, si je vous le dis que j'ai une habitude particulière, c'est que je manque. Moi, quand je me réveille le matin, je me réveille très tôt, ça c'est sûr. Très tôt, oui. Je suis d'abord traditionnaliste, comme tu le sais. Je me réveille très tôt, je fais mes petits rituels personnels, ça veut dire prière. Et je ne lis pas le matin. Je lisais avant, maintenant je ne lis plus. Je n'ai pas une habitude particulière pour définir mon mindset ou ma façon d'être en tant qu'entrepreneur. Moi, ce que je conseillerais, c'est de se fixer des habitudes que tu peux supporter. Ça veut dire, si tu dis le matin, je te réveille, tu veux lire, il faut lire. Il faut lire. Si tu Si veux pas tu veux lire, prier, tu pries. ne lis Si tu veux contrôler tes emplois, tu contrôles. Il n'y a pas une habitude particulière que moi j'ai adoptée. Ma seule habitude principale, d'accord, c'est de veiller que chaque jour, je fasse du bien à une personne. à une personne. Ça, c'est mon habitude que je ne manque jamais. Gros principe. Oui, Très gros tous les principe. jours que Dieu crée. D'accord. Même si c'est 25, si ça peut aider la personne, je le fais. Si c'est un conseil, je le fais gratuitement. Wow. Sans rien attendre en retour. Sans Moi, c'est mon rien habitude quotidienne que je fais. Maintenant, j'aimerais savoir de manière simple, ça c'est le côté toujours, on est toujours dans le mindset et tout. Oui. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, forcément l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est pas évident, Oui. c'est assez compliqué, même en Afrique c'est encore un peu difficile. Effectivement. Mais on aimerait savoir, vous qui êtes à la tête d'un groupe aujourd'hui, comment est-ce que vous vous faites pour pouvoir pallier à certaines difficultés quand vous êtes au fond? Ça veut dire, est-ce que vous avez même déjà été au fond? Est-ce que vous avez déjà perdu? C'est-à-dire que vous avez été vraiment à sec. À sec. Et puis, comment est-ce que vous vous êtes levé? Et même en période de difficulté, Comment est-ce gérer? que vous gérez? Déjà, ce qu'il faut savoir, nous sommes au continent, comme on le dit. Et il y a des réalités Oui, des réalités. camerounaises et africaines en général. Maintenant, ce que moi je peux dire en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut savoir s'entourer, premièrement. Ok. Il faut savoir aller chercher l'information. Il faut savoir jouer avec le levier que le système a mis en place. Parce que ce qui est sûr, tu ne peux pas entreprendre au Cameroun en voulant faire des choses qui n'ont pas été faites. Tu ne vas rien créer, disons ça comme ça, n'est-ce pas? Mais il faut prioritairement s'entourer des personnes ressources. Notamment avoir des amis bien positionnés. C'est très important. Les relations, on ne va pas se mentir. C'est très important. Tu ne peux pas entreprendre comme moi dans le domaine de l'immobilier dans lequel je suis. Pour qu'on te signe un document au niveau des affaires foncières, mon cher ami, il faut savoir se faire entourer. C'est très important. Oui. Mais l'entrepreneuriat au Cameroun, on sait que ce n'est pas facile. Mais qui veut peut. Qui veut peut. Nous sommes les Camerounais, hein, comme on le dit, il y a le Hemle. Donc voilà. Ok. Laissons maintenant l'aspect mindset. J'aimerais qu'on entre maintenant dans le vif du sujet, qui est l'immobilier. Ok. D'accord. Là, vous êtes dans votre zone de confort. L'immobilier, d'accord. Okay. Je tiens à préciser qu'on aura M. Madiba le 30 août, où on va parler d'immobilier avec lui de manière conséquente sur un thème extrêmement important. Donc, vous pouvez réserver vos places le plus tôt possible pour cet atelier. Les places sont payantes, premium, classique et VIP. Donc, j'y vais rapidement. En matière d'immobilier, on dit que l'immobilier, c'est le Saint Graal du business. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu d'argent, on dit que va d'abord acheter le terrain. Mais la question que je pose, pourquoi l'immobilier est une si bonne option? Pourquoi c'est si bien en fait l'immobilier? Je pose une question simple. Je réponds à votre question pour une autre question. Où vous êtes ici, vous êtes sur quoi? C'est un terrain. Voilà. Bâtisse. N'est-ce pas? Si lui n'avait pas investi ici, vous ne serez pas là. On n'aura pas le coup. Et je crois que bien qu'il prend quelque chose chaque fin du mois. Tout simplement. L'immobilier, c'est une chose qui permet de se structurer financièrement. Ça permet de se déployer, ça permet d'avoir une crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, si certaines banques me font confiance, c'est parce qu'ils jugent mon patrimoine foncier. Et si ce patrimoine foncier est assez costaud, je peux lever des sommes extraordinaires. Ce qu'il faut savoir dans l'immobilier, c'est que tous les gratte-ciels que vous voyez en ville, Bonanjob, Bonaprise qui s'élèvent, sachez que tu étais d'ailleurs sur un des sites à quoi l'apport personnel n'atteint même pas fois 25%. C'est la banque qui finance. Qui finance tout, parce que vous êtes crédible. Donc, l'immobilier, pour moi, je ne cesserai de le dire. Tout ce qui peut compter pour une institution, pour un individu,
c'est d'avoir son domaine foncier. D'avoir son domaine Vous foncier. savez qui a le plus de domaines fonciers dans le monde aujourd'hui? Ok. C'est l'Église catholique. Pourquoi ceux qui prêchent l'évangile ont beaucoup de titres fonciers? Posez-vous les bonnes questions. C'est une question qu'il faudrait qu'on réponde. Voilà. Maintenant, de manière simple, j'aimerais poser une autre question. Pour quelqu'un qui démarre, bon, là, on sait que l'immobilier est important. Oui. Quelqu'un qui démarre et qui a un petit capital, voilà, vous lui conseillerez de faire quoi? D'aller dans une activité qui lui génère de l'argent quotidiennement ou bien de se lancer dans l'immobilier de manière simple? Et s'il faut qu'il se lance même dans l'immobilier, comment est-ce qu'il le fait? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est simple. Hein. L'immobilier a différents volets. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'immobilier? Ouais, Tu veux être apporteur d'affaires, tu veux être celui qui bâtit des routes sur l'électricité, tu veux construire des gratte-ciel, tu veux être un promoteur immobilier, social ou bien de luxe, ça dépend. Mais pour quelqu'un qui veut démarrer, qui n'a pas une bourse assez sérieuse, je dirais, démarre en tant qu'apporteur d'affaires. Moi, je l'ai fait, j'étais apporteur d'affaires. Et je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai gagné 42 millions de francs CFA. Avec une affaire? Une affaire. Vous étiez intermédiaire? C'est tout. Wow. J'ai lié 2 parties, j'ai gagné 42 millions. Ça, c'est sincère. Ça peut se faire. Mais pour faire ça, il faut être crédible. Pour faire ça, il faut qu'on puisse te recommander. Pour faire ça, il ne faut pas avoir des tâches sur ton chemin. Parce que dans l'immobilier, il faut avoir un parcours propre. Il faut être clean. Dans notre secteur immobilier, aujourd'hui, il y a des gens, quand tu prononces un nom, on ne veut même pas s'approcher de lui. Parce qu'il a fait du faux. Wow. On connaît très bien l'environnement camerounais, dans le foncier. Parce qu'on parle immobilier, on parle foncier. On ne peut pas parler immobilier sans titre foncier. Sans titre foncier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut constituer avant de se lancer. Maintenant, si tu as une bonne bourse, moi, je te dirais de commencer à acheter des terres dans des zones reculées. Oui. Je le conseille toujours, même aujourd'hui, je le disais encore. Il faut toujours acheter des terres dans les zones reculées. Moi, tout ce que j'investis, d'ailleurs, tous les business que je fais, je me rassure d'avoir d'abord la propriété foncière. Même dans mon site aujourd'hui d'élevage que tu connais, tout ce domaine m'appartient d'abord. Je l'ai acquis il y a peut-être 607 ans derrière. PK24, PK27, ça coûtait combien? Et aujourd'hui? Si mes pommes meurent, mon terrain est là. Tranquillement. C'est clair. Ok, maintenant, d'accord, étant dans le domaine, comment est-ce qu'on peut éviter les arnaques dans ce domaine-là? Bon, il est question de donner peut-être une seule, parce que la suite sera le 30, mais on aimerait quand même pour éviter les arnaques dans le domaine foncier immobilier, il faut éviter les raccourcis. Waouh, simple. Tout simplement. Il faut éviter les raccourcis. Il faut éviter de savoir que c'est mon frère qui connaît, mon cousin, un ami qui vend, mon ami travaille au cadastre, etc. En fait, ce que les Camerounais ne savent pas, en général, c'est que toutes les informations sont affichées au bavillard, au niveau du cadastre, au niveau des délégations. Combien coûte un certificat de propriété? Ça coûte 25 000. Mais un Camerounais va préférer donner 50 000 ou 40 000 à quelqu'un pour dire que je connais quelqu'un qui va faire ça. Ça n'existe pas. Il y a toutes les procédures qui sont accessibles sur les plateformes du gouvernement. Tu vois? Pour dire, ok, aujourd'hui je veux immatriculer un terrain, immatriculer sa structure un titre foncier dans une zone qui n'a pas. Il y a des procédures à respecter. Tu n'as pas besoin de tchoko, comme on dit au Cameroun, tout le temps. C'est que le Camerounais qui se fait arnaquer, c'est qu'il veut toujours la magouille. Trépatouiller. Et je lui dis, il faut venir, on va vous consulter. C'est cher, mais on va vous consulter. Voilà, maintenant, quels sont les critères au sein de l'immobilier? Ça veut dire, quels sont les critères pour détecter une bonne affaire? Je vais te dire quelque chose qui va te choquer encore tout de suite. Tu sais, les très bonnes affaires immobilières que moi j'ai eues et que j'ai fait gagner à certains, c'est toujours derrière un problème. Derrière un problème? Oui. En fait, toutes les bonnes opportunités immobilières qu'on te propose, ça veut dire que celui qui décède a un problème. Moi, je suis à l'afflux de ça. J'ai mes soldats dehors. Chaque fois qu'il y a un terrain qui vaut 50 millions. Donc, tu par exemple que la mère de tel est malade, c'est là où j'interviens. J'interviens rapidement là. Oui. Il veut voyager, il veut son enfant en cellule. Il ne faut pas le dire. C'est cruel, mais il saisit l'opportunité. Mais maintenant, les meilleures opportunités pour des jeunes, c'est d'aller dans des zones reculées. Oui. Où il n'y a pas encore la vie. Tu vois, aujourd'hui, on a inauguré cette centrale au niveau de Missolé 2 avec le super-maire, tout ça. C'est passé dans les médias. Mais on disait aux gens de là-bas, il y a 5 ans derrière, 8 ans, ça coûtait 1000 francs le mètre carré. Nous avons pris à cette époque là-bas. Il y avait la brousse. Mais aujourd'hui, le mètre carré coûte 15 000, 20 000. Et on te donne nous à 15 par contre, on te connaît. C'est ça? Waouh! PK37, ça coûtait combien? C'est incroyable. Hein? Oui, la maïture aujourd'hui s'installe à PK27. Ça coûte combien à l'époque? Ça coûtait combien? Ça coûtait 2000, 1500. D'ailleurs, les gens vendaient même avec le caillou, on visait le caillou, tu peux récupérer ta partie.
Ok. Ben oui. Je comprends pas ce que Ça veut dire que tu es arrivé dans un village où la vie n'y est pas, tu dis que je veux le terrain, tu dis prends le caillou, vise. Tu vises là où ça s'arrête, on coupe ta part. C'est ça. Parce qu'en fait, c'était... C'était donné. On donnait, en fait. La maïchou est en train de s'installer là-bas, les prix ont flambé. Wow. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est nous qui donnons de la valeur où nous installons. Si aujourd'hui je pars à PK, imagine je pars à PK 30, je construis une grosse villa, j'aménage les routes. Les gens viendront là-bas parce que c'est déjà habitable, parce qu'il y a déjà de la vie. Les gens ne s'installent pas parce qu'ils se disent que c'est loin, il n'y a personne. Tu sais qu'à Yassa en 2002, le terrain coûtait 500 francs, 1000 francs à Yassa. Aujourd'hui c'est 100 000. C'est mon village en plus. On ne te regarde même pas. Le stade de Japoma, en 2002, ça coûtait combien? Toi, tu peux aller là-bas? En 2002, on peut pas aller. Voilà, les gens sont partis. Les gens sont partis là-bas, mes frères de l'Ouest. Ils sont partis là-bas. Ils ont acheté. Oui. Comme il a l'habitude de dire. Oui, moi, je dis ça tout le temps. Qu'ils ont acheté. Ils ont acheté très cher. Aujourd'hui, ça vaut 100 000, 250 000 le mètre carré. Alors qu'ils ont pris ça en tontine. Ils s'associent même à 15 personnes. Ils donnent le choix de faire des familles. Ils prennent 10 hectares à 1 million. Ils avaient la vision en fait. Ben oui, c'est ça. En fait, l'immobilier, c'est celui qui a la vision, celui qui a le cœur d'oser. C'est que tu achètes là où il n'y a pas la vie. Parce qu'il peut acheter un terrain, comme là maintenant j'ai le terrain à mi-soleil. Si je meurs, j'ai perdu. Mais j'ai misé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais mes enfants ne vont pas perdre. Et celui qui investit dans l'immobilier, c'est celui qui est soucieux. D'abord de son devenir de ses enfants, de sa femme, de sa famille. Si tu n'as pas le cœur du souci, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Tu vas vivre comme mes frères côtiers. Les frères côtiers. Je suis côtier. Oui, justement, et par rapport à ça, même, je rebondis encore sur ça. C'est vrai que la dernière fois, vous avez répondu à ça, mais je reviens encore sur ça. Parce que, oui, aujourd'hui, il y a des tribus, on parle des Bamileke, on parle des Bassa, etc. Oui. Mais quand on dit immobilier, on dit Bamileke, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté des côtiers qui commencent à se réveiller? Bon, c'est vrai que vous faites partie déjà de ça. Mais est-ce que vraiment de l'autre côté, il n'y en a pas qui... Ben, il y en a, même avant. Oui. Même avant, il y en avait. Le plus grand patrimoine immobilier au Cameroun, c'est Sopopriso. Il n'y a pas deux. Après, lui, il n'y a personne. Maintenant, mes frères de l'Ouest, comme je les appelle, sont mes frères, se sont démarqués extraordinairement bien. Parce que eux, ils ont cette envie de s'installer avant tout le monde. Et ils ont le risque d'aller où personne n'a le cœur d'aller s'installer. Mais quand tu vas, il y a un village qu'on appelle Yangsoki, renseigne-toi. Yangsoki, c'est dans la 3e. Les gens qui sont installés là-bas à l'époque, ce sont les Bamileke. Moi-même, je ne pouvais pas m'installer là-bas. Mais aujourd'hui, ça se vend à combien? À 50, 70 000. C'est là où l'école de référence catholique est installée. Donc tu vois qu'eux, ils ont la vision. De long terme. De long terme. De long terme. On ne regarde pas tout de suite. D'accord, ok. Maintenant, entrons un peu dans le business et la diversification. Oui. J'ai envie de comprendre quelque chose de simple, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui, vous êtes dans l'immobilier, mais est-ce qu'il vous conseillerait à quelqu'un de rester dans un seul domaine? Non, je ne le suis pas moi-même. Voilà, oui. Je ne le suis pas. Et même s'il faut diversifier, comment le faire? En fait, moi, je vais reprendre dans mon cas de figure. Oui. Je n'investis pas là où ça me plaît. J'investis là où ça donne de l'argent. Tu vois? Je ne suis pas de ceux que je vais faire. L'immobilier me plaît déjà, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis dans le domaine de la logistique urbaine. J'ai lancé MS Express. Parce que moi, je vis à Japoma. Donc, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on m'envoie un colis, je paye 2000. Je dis, mais dis donc, l'histoire-ci, c'est quoi ça? Donc, je rencontre un des livreurs. Je dis, ok, ton business, ça donne combien? Ils disent que 2 motos, ça donne pratiquement 300 000 francs le mois. Avec 2 motos, je dis oui. Je dis, bon, si moi, je te déloge où tu travailles, je te mets chef chez moi, et on crée l'entreprise. C'est comme ça que j'ai créé l'entreprise. Quand je rentre au Cameroun, je payais des espaces de coworking. Sans faire de publicité, je partais où? À Bali. Je me suis rendu compte que je dépensais en moyenne, avec mes équipes, 50 40 000 francs chaque jour. J'ai dit, ça, c'est un problème. J'ai créé aussi la même entreprise. Parce que rien créé de nouveau. J'ai créé la même chose. La même chose. Je m'a dit, bah, Center. Oui. Là, à Makepe, j'ai pris des espaces, j'ai aménagé. Voilà. Je vois le port. Le port donne l'argent. En fait, donc par là où ça donne le cash. Oui, le port donne l'argent. On ne demande pas avec grand chose. J'ai pris 4 ports gestantes. J'ai pris 2 petits mâles. J'ai lancé, aujourd'hui, j'ai pratiquement 150 têtes. Wow. Voilà. J'ai dit, les gens mangent beaucoup les œufs. J'ai cherché des pondeuses. Et qu'est-ce que je fais? Je prends les gens qui ont l'expertise dans le domaine. Tu délègues. Moi, je finance. Oui. On s'associe, oui. On se partage les dividendes. Oui. Si tu me voles, je te vole toi-même. En fait, parce qu'on est dans le business ensemble. Ensemble. Je te paye pour salaire. Oui. Tu produis, on se partage. Tu voles, donc nous avons volé nous deux. Donc on paye quelque chose. Tu perds ton temps que tu as fait pour travailler et tu voles, tu te portes plainte et t'amènes en prison. Là, tu as payé, tu perds du double.
Maintenant, au niveau de la structuration de projet, ça veut dire, parce que là on est dans la partie business, oui, vous vous êtes diversifié. Bon, là, vous venez de répondre à une des questions, c'est-à-dire au niveau de la délégation, voilà, la capacité à déléguer. Mais au niveau financier, comment est-ce que vous structurez ce que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez, parce que vous avez d'abord une expertise dans le sens des finances, parce que je dis toujours que l'argent qui entre est bien, mais gérer après, c'est dur. Comment est-ce que ça se passe? Comment M. Madiba gère? En fait, mon cas de figure, personnellement, moi je vais être sincère. Je ne me connais pas en finance, mais je me suis fait former pour avoir des petites bases. Des bases, oui. Tu vois ce que je veux dire? Pour que quand je prends mon expert comptable, mon comptable, s'il veut me mentir, la base aussi, c'est pas correct. C'est pas ça qu'on m'avait dit. Tu vois? Donc moi, je me suis fait entourer stratégiquement par des experts. Ceux qui connaissent gérer les chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils me volent, au moins, il y a le reste là qui va rester. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui est sûr, quand tu entreprends, on va te voler. Tu ne peux pas contrôler tout. Mais fais en sorte qu'on te vole en ayant toujours une petite base en haut. Ils ont même peur de te voler parce qu'ils savent que tu connais les petites bases. Oui, je me suis fait former, premièrement, dans la finance, pour connaître que ce chiffre, ça, cette entrée, il faut gérer comme ça. Si l'impôt prend ceci, etc. C'est très important de se faire former. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans des choses un peu terre à terre. Simple. D'accord. Aujourd'hui, on est d'accord, il y a un proverbe qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ok. Voilà. Oui, il faut qu'on parle de ça. Pourquoi? C'est intéressant. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Ça veut dire aujourd'hui, quelle est la place, c'est-à-dire M. Madiba, est-ce qu'aujourd'hui il a une femme qui le soutient? Est-ce qu'il a, c'est-à-dire, oui, vous travaillez avec beaucoup de femmes, mais on dit toujours il y a celle-là qui soutient. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr, est-ce qu'elle va se cacher? Moi, je ne suis pas un cœur à part, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas encore marié, mais je suis fiancé. Alors, la rencontre avec ma femme, ma future femme, ça a joué très positivement dans ma vie professionnelle. Ma fiancée, elle, son rôle primordial, c'est de m'apporter ce soutien spirituel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis vraiment un homme de la coutume. L'homme est fait pour aller chercher et ramener. La femme est faite pour soutenir la maison et soutenir les plateformes spirituelles de son mari. Je peux le dire, je l'affirme, si je faisais 1 million par mois, quand j'ai rencontré cette dame, je fais 4 millions. Je pèse mes mots. Très sincèrement. Donc, pour un homme qui veut se constituer et évoluer dans la société, le choix de la compagne est primordial. Tu choisis mal, on dit souvent ça, les gens croient que c'est la rigolade. Tu choisis mal ta femme. Si tu avais 25, tu vas te retrouver avec 0 francs. Choisis bien ta femme, tu avais 25, tu te retrouves avec des millions. Moi, je suis la preuve palpable. Parce que je ne peux pas dire que je fais quel genre d'effort. Je ne fais pas des efforts plus que les autres. Donc, cette présence-là, cette présence féminine-là, m'apporte un soutien énorme. Mais comment on gère, c'est-à-dire aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de femmes et parfois on a... Voilà une même qui est là. Non? Voilà, oui, elle travaille, je sais, elle est là. Mais comment est-ce que tu gères tout ça? Ça veut dire, d'un côté, tu travailles avec beaucoup de femmes et tu as une femme. Est-ce que ça ne crée pas des malentendus? Dès la base, elle m'a trouvé dans ça. Elle m'a trouvé, moi je pense, mon assistant personnel c'est une femme, même chauffeur c'est une femme. Moi je prends du plaisir. Et moi je sais que lorsque tu as une femme ou des femmes à côté de toi, tu as beaucoup plus, 4 fois de chances de réussir. Parce que l'apport féminine est énorme. La femme en fait, elle a cette capacité émotionnelle, spirituelle, lorsqu'elle croit en toi, lorsqu'elle est heureuse à côté de toi. Mon cher ami, il y a des choses que tu ne feras pas toi-même, ça vient seul. Moi, c'est l'expérience. Tu vois, quand une d'elles en entreprise, je sens qu'elle est un peu frustrée, je l'appelle, je fais sourire et je donne un petit quelque chose qui va dans le sens de ce qui l'a frustré. Tout simplement. Donc moi, je ne suis pas le fruit de grands efforts. Hein. Si c'est les efforts, les pousseurs font mieux que moi. Tu as énoncé un sujet très important. Tu as parlé de spiritualité. Spiritualité. Pour toi, quelle est la place réelle de la spiritualité au sein des affaires? On en parle beaucoup. Ça veut dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vulgarisé et tout. Toi, tu es dans les affaires. Qu'est-ce que tu penses réellement de ce mot spiritualité au sein du business même? Pour moi, la spiritualité, c'est un mot indispensable. Tout homme bien constitué devrait d'abord être spirituel. Sans spiritualité, mon cher ami, tu ne peux aller nulle part. La spiritualité, moi, je représente toujours ça comme la fondation d'un gratte-ciel. Qu'est-ce que soutient un gratte-ciel de R plus 50? C'est la fondation. Et la fondation s'est bâtie dans la boue.
dans la saleté, en creusant. Plus tu vas aller loin, plus tu dois creuser dans ta spiritualité. Dans tout ce que je fais, la spiritualité est divergente. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai des rituels personnels que je fais chaque début de semaine, chaque fin du mois. Comme quel rituel par exemple? Il faut avoir le cœur pour le faire. Est-ce que tu donnes 1 million tout de suite? Tu es capable d'enlever 400 000 pour les sacrifier? Bien sûr. Voilà, il faut avoir le cœur. Oui, c'est des principes à faire. Moi, j'ai des engagements vis-à-vis de ce en quoi je crois. Tu vois, où je soutiens ceux qui n'ont pas la grâce que moi j'ai eue. Parce que moi, je définis ma vie en général comme une grâce. Parce que je vois mes camarades de classe avec qui j'ai fait des bancs, qui m'appellent papa, grand frère. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que la vie n'a pas souri comme moi, ça m'a souri. Et puis, il ne veut pas cacher que je suis aussi bien né. Bien né, ça veut dire dans une bonne famille. Tu vois, c'est une grâce. Je suis bien né. Tu vois, c'est une grâce. Parce que beaucoup qui vont voir la vidéo vont dire que non, c'est le fils de tel. Tu vois. Donc, je vous fais le dire en même temps. C'est une grâce aussi. Mais ce n'est pas ça qui m'amène à faire ce que je fais. Tu vois. Donc, tout homme qui veut se déployer doit se constituer spirituellement. Si tu es musulman, concentre-toi dans la foi musulmane, dans la spiritualité musulmane. Si tu es chrétien, catholique, concentre-toi dans la spiritualité catholique. Si tu es un bantou, concentre-toi avec tes ancêtres. Si tu es ce que tu es, concentre-toi dessus. Oui. Super. Maintenant, j'avais une autre question qui était assez simple aussi. Oui, tu as parlé de spiritualité, mais j'aimerais savoir maintenant, quand quelqu'un... on dit l'argent a un pouvoir. Oui. D'accord. Ok. Monsieur Madiba dit qu'il a gagné 42 millions dans une transaction. Très jeune encore. En plus, vous étiez très jeune. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on aime souvent banaliser les chiffres, mais 42 millions, c'est beaucoup. Quand un jeune touche ça, qu'est-ce qu'il doit faire pour contrôler ça? Parce que ça a une énergie. Il faut savoir d'abord si ta main n'est même pas percée. On le dit très souvent. On le dit toujours. Oui, mais c'est vrai. Il y a des gens, moi je connais des aînés, même des aînés, avec qui on a fait des affaires, on a eu le même montant. Quelques jours plus tard, ils viennent au bureau me demander le transport, le taxi. Wow. Ben oui. Il faut travailler pour savoir quel genre de personnalité tu as avec l'argent. Quel rapport tu as avec l'argent. C'est la première des choses. Moi aujourd'hui, 10 milliards, ça ne me dit rien. Je n'ai pas ça dans mon compte bancaire, ne venez pas me chercher. Mais, on me le donne tout de suite, mon esprit a déjà dépassé ce chiffre. En fait, c'est ça. Moi, quand j'ai eu 42 millions, sincèrement, ça m'a perturbé le premier jour. J'ai regardé l'argent, je me suis regardé. Il y a 5 ans derrière. Je regarde l'argent, je me regarde. Parce qu'à cette étape-là, mon corps, mon esprit n'était pas encore en phase avec ce genre de montant. Pour te dire, j'ai gaspillé 7 millions le même jour. Le même jour. 7 millions le même jour. Je te dis la vérité. Parce que j'étais excité. Tu vois. Quand j'ai donc traversé cette étape-là, j'ai commencé à mieux manager, mieux gérer. Quand l'argent vient, il y a des principes de base qu'il faut faire quand tu reçois un certain montant. Il faut savoir accueillir l'argent, savoir gérer l'argent. Mais quels sont ces principes? Il ne faut pas tout dévoiler aussi ici. Parce que on va se donner rendez-vous le 30, on va en parler. On va en parler le 30 août. Parce que l'argent, c'est un esprit, c'est un pouvoir. Et moi, je respecte l'argent, mais l'argent n'a pas plus de valeur que moi. Waouh, beau principe. Ça veut dire quoi? Si je veux me payer un costume à 1 million, je le paye. Parce que l'argent est fait aussi pour ça. Mais en payant ce costume à 1 million, je me rassure que j'ai investi 3 millions. Le triple. Tu vois? Parce que l'argent, moi d'après ce que je vois et ce que je sais, l'argent aime quand tu le respectes, quand tu le rends utile aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne sert à rien d'accumuler des centaines de millions en banque. Qui gagne? C'est la banque. C'est la banque qui gagne parce que c'est elle qui tourne. L'argent, voit que tu n'as pas besoin de lui, tu le stockes. Pourtant, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas peut-être 1 million en banque, mais mes actifs, c'est extraordinaire. Tu vois? Moi, je fais travailler de l'argent pour moi. C'est ma stratégie. Je suis ici, et mes entreprises fonctionnent. Chaque jour, et mon principe avec l'argent, c'est que chaque jour qui passe, je dois avoir une rentabilité financière. Quelque chose doit entrer. Il n'y a pas 24 heures qui passent sans que mon téléphone ait un rapport financier. Où ça entre bénéfice. Pas capital, pas chiffre d'affaires, mais bénéfice. Chaque jour qui passe, ce que Dieu fait, je dois avoir, même si c'est 100 francs, ça doit entrer dans mon compte bancaire. Ok, d'accord. J'avais une autre question et puis on va sortir avec une dernière. Ok. Dernièrement, puisque j'ai votre contact et puis on discute souvent, je vous statue et même dans votre bureau dernièrement, j'ai vu une photo qui était assez incroyable. Vous étiez avec le président du Bénin.
Ah oui. C'est un pionnier, ce gars. Oui. Il est Ce monsieur. Ce monsieur, pardon. Oui. Voilà, je vous le dis. Ce monsieur, il est très, très pointu. Je suivais dernièrement encore ses vidéos et tout ce qui va avec. Oui. Mais c'était quoi la rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Ben, est-ce qu'il y a un projet sur le Bénin? Ben écoutez, d'abord, son Excellence, le président Patrice Talon, est un modèle pour moi. C'est un modèle de réussite en entrepreneuriat, parce que c'est d'abord un entrepreneur. Oui. OK? Et c'est un modèle de performance politique pour moi en Afrique. En Afrique. J'ai travaillé au Bénin dans les années 2016, 2017, 2018, quand il prenait le pouvoir. Le pays était renversé. Renversé dans le sens où rien n'était en ordre. Mais quand tu entres aujourd'hui à Cotonou, à l'aéroport de Cotonou, tu te rends compte que la volonté politique peut changer beaucoup de choses. Wow. Pour moi, c'est un modèle. Chaque fois que je rencontre, dernièrement, nous étions encore ensemble il y a pratiquement 3 semaines. Je disais papa, pour que j'appelle papa. Je disais papa, quel est vraiment le conseil que tu me donner à la réussite? Il me dit travaille d'abord ton éthique, ta réputation. Le reste vient après. Wow. Pour moi, c'est un modèle. Baptiste Talon, le papa, ce monsieur, bel exemple. Il s'est présenté. Dernièrement, il a dit qu'il ne se présente plus aux élections. Non, il a dit après 2 mandats. Bon, il a dit bon. Moi, il a dit après 2 mandats. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait, plus tu restes dans la gouvernance, plus tu deviens médiocre. Parce que tu vas croire que tu es très fort, alors que tu es en train de faire des choses qui vont au sens contraire de ce que la population attend. Donc, pour moi, c'est un modèle, c'est un PR, c'est un exemple de réussite, c'est un exemple de volonté. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, donc, M. Madiba, on a suivi. Aujourd'hui, M. Madiba, grand entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et dans d'autres domaines aussi, s'est diversifié dans l'élevage, dans le service de livraison et j'en passe. Donc on va retrouver M. Madiba le 30 août lors de notre Auxerre Business Forum sur le thème se lancer dans l'immobilier et le crédit bancaire de manière claire. On sera avec une autre personne. Vous pouvez réserver vos places maintenant. Il y a 3 passes. Le pass classique, premium et VIP. Donc il sera avec nous pour cet événement incroyable. Donc M. Madiba, pour sortir, terminer et puis finir avec cette émission qui était très très enrichissante. On a beaucoup appris. Donc on aimerait savoir que vous regardez la caméra, que vous donnez tout simplement un conseil à toutes les personnes, aux jeunes surtout, qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat, qui aimeraient aussi perdurer là-dedans, parce que c'est assez compliqué, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont des entreprises, qui n'ont même pas fait 2 semaines, qui sont tombés. On aimerait réellement que vous puissiez nous donner un conseil en fonction de vous et de votre parcours, bien évidemment. Ok, si je veux conseiller des jeunes qui veulent se lancer, la première des choses, c'est de se constituer juridiquement. Deuxième des choses, travailler sur la crédibilité. Troisième des choses, savoir se faire entourer. Quatrième des choses qui est primordiale, encadrer tout ce que vous faites par une énergie positive, spirituelle. C'est tout. 4 conseils clés qui vous permettront tout simplement d'aller encore plus loin. Les amis, merci d'avoir écouté cette émission. Voilà, aujourd'hui on a reçu M. Madiba. Comme je l'ai dit, il sera avec nous le 30 août. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant en regardant dans la description ou bien en commentaire. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission très prochainement avec un nouvel entrepreneur, un nouveau parcours, des nouvelles leçons, des nouveaux principes à pratiquer dans le secteur de l'entrepreneuriat pour pouvoir exploser sur le continent africain. C'était Franck Noubossi, promoteur d'Auxerre Mindset. On se dit à la prochaine. Merci.